En 1799, un franc-maçon nommé Thomas Paine écrivit un livre intitulé « Origine de la franc-maçonnerie ». Mais il ne le publia pas de son vivant, il ne le publia qu'à titre posthume, parce qu'il savait que les informations qui y étaient révélées étaient dangereuses pour sa vie. La franc-maçonnerie est de loin la société secrète la plus célèbre. D'après beaucoup de personnes, elle mènerait le nouvel ordre mondial. Il y aurait un complot maçonnique, car ce serait au sein des loges maçonniques que seraient prises les grandes décisions politiques. Les francs-maçons influenceraient la culture et les mœurs. Si leur influence en politique est incontestable, en revanche, résumer la franc-maçonnerie à une grande confrérie uniforme qui domine le monde depuis la Révolution française est une analyse biaisée, car elle repose sur quelques désinformations. On dit par exemple que les francs-maçons furent les grands vainqueurs de la Révolution. Pourtant, si en 1789, il y avait en France 1000 loges maçonniques, 10 ans plus tard, il ne restait plus que 75 loges. C'est-à-dire que plus de 90% des loges maçonniques ont été éradiquées lors de la Révolution. C'est pas le seul fait méconnu sur l'histoire de la franc-maçonnerie qui recèle de zones d'ombre et de secrets gardés par les vrais vainqueurs de la Révolution. Au point que l'origine et l'identité réelle de la franc-maçonnerie est inconnue du public, évidemment, mais aussi des francs-maçons eux-mêmes. Mais sur la chaîne Pagan TV, on va avoir l'honneur de vous révéler ces secrets. La première chose qui frappe lorsqu'on découvre les francs-maçons, ce sont leurs symboles, le compas et l'équerre, et surtout l'œil dans la pyramide qui laisse place à de nombreuses spéculations sur sa signification. Mais quelle est l'origine réelle de ces symboles qui font fantasmer la terre entière? Le compas et l'équerre, ce sont les principaux outils de l'architecte. Une pyramide, c'est un bâtiment. On est toujours dans l'univers des bâtisseurs. Si ces outils ont été choisis comme symboles, c'est parce que, comme leur nom l'indique, les francs-maçons se revendiquent être des maçons, des bâtisseurs. Ce qui est étonnant avec les francs-maçons, c'est qu'ils prétendent être des maçons. Sauf que depuis 300 ans qu'ils existent, ils n'ont toujours pas construit le moindre bâtiment. S'ils se font appeler maçons, c'est parce qu'ils prétendent être des héritiers des maçons, les vrais maçons du Moyen-Âge. Ils prétendent être les héritiers des illustres bâtisseurs de cathédrales. Pour faire simple, au Moyen-Âge, les maçons bâtissaient des cathédrales. Mais au XVIIIe siècle, ces maçons bâtisseurs avaient totalement disparu. Et c'est à cette époque que les francs-maçons, tels qu'on les connaît aujourd'hui, firent leur apparition. Ils empruntèrent des symboles, des rites et l'organisation des anciens bâtisseurs. Il faut dire que les bâtisseurs de cathédrales étaient déjà organisés en loges ou en guildes, et qu'ils comptaient une symbolique et une spiritualité qui leur étaient propres et qui étaient indépendantes de l'Église. Mais quelle était donc cette spiritualité? L'histoire officielle ne nous souffle pas un mot sur le sujet. L'Église catholique aurait toléré leur hérésie pourvu qu'ils réservent celle-ci à la confidentialité des loges. Si les bâtisseurs avaient ce privilège, c'est parce qu'ils surclassaient le monde entier dans le domaine de la construction, comme s'ils avaient 1000 ans d'avance sur tout le monde. Leur prestige était tel qu'on l'utilisa pour créer de nouvelles loges spéculatives. On a coutume d'appeler les anciens bâtisseurs les francs-maçons opératifs, alors que les francs-maçons modernes qui ne construisent rien sont appelés les francs-maçons spéculatifs. Mais en réalité, y a-t-il une véritable filiation entre les maçons opératifs et les francs-maçons spéculatifs modernes? Pour répondre à cette question, nous allons étudier l'histoire des opératifs,
ces maîtres bâtisseurs prestigieux et talentueux qui ont pourtant disparu de manière subite. Comment et pourquoi les loges opératives ont-elles disparu? Là encore, l'histoire officielle est floue et différentes théories s'affrontent. La manière exacte dont les loges spéculatives se sont séparées des loges opératives, de métier, reste mal connue et demeure un sujet de recherche et de débat entre les spécialistes. Aujourd'hui, aucun franc-maçon ne sait répondre à ces questions cruciales. Le comment et le pourquoi de la transition d'opératif à spéculatif et le pourquoi de la disparition subite des maçons opératifs. Quelle était cette mystérieuse spiritualité que les bâtisseurs devaient réserver à la loge? Que signifie ce fameux symbole de l'œil dans le triangle ou dans la pyramide? Comment les si prestigieuses loges de bâtisseurs de cathédrales ont pu disparaître aussi brutalement et aussi mystérieusement? Il y a une seule réponse pour ces trois questions, mais c'est un secret gardé par le Vatican. Un secret qui va tomber. Cet œil unique dans un triangle, c'est l'œil d'Odin, le dieu borgne des Vikings et des derniers druides gaulois qui perdurèrent au Moyen-Âge. Si les gens ignorent cela, c'est parce que le Vatican occulte complètement l'histoire et la culture païenne, notamment parce que l'Église a beaucoup de sang païen sur les mains. Les druides associaient en effet le dieu du ciel au triangle, tout comme Pythagore. L'œil unique de Odin, c'est l'œil unique de Dieu selon les druides. Cet œil unique est présent dans toutes les anciennes religions du monde. En Égypte, par exemple, c'est l'œil d'Horus qui répond à celui d'Odin. La France du Moyen-Âge était encore loin d'être totalement chrétienne. Cette fameuse spiritualité des bâtisseurs, c'était la religion d'Odin, la religion des Vikings. Il semble même que les bâtisseurs n'avaient pas à réserver ce culte à la confidentialité de leur loge, car en effet, les cathédrales qu'ils bâtirent étaient entièrement celto-odiniques. Les cathédrales Notre-Dame étaient entièrement dédiées aux déesses païennes et à Odin. C'est un énorme volet de notre histoire qui nous est caché. La démonstration historique de ces faits est réalisée dans le documentaire Templiers Vikings et cathédrales, lien en description, ainsi que dans le livre Notre-Dame d'Odin. Ainsi, en plus d'avoir été des bâtisseurs hors pair, les maçons opératifs étaient odiniques, le culte commun des derniers Gaulois et des Vikings. Ce qui permettait aux odiniques de résister à la domination chrétienne, c'était leur savoir-faire en construction. Et c'est pour cela qu'ils se réunissaient de manière confidentielle en loge, afin de garder jalousement leurs compétences sans lesquelles l'Inquisition chrétienne n'aurait fait qu'une bouchée d'œufs. Jamais les bâtisseurs odiniques ne transmettront leur savoir en dehors des loges maçonniques odiniques, car ils savaient que laisser fuiter leur savoir aurait signé la fin de l'existence de leur religion. C'est cette fidélité religieuse des maçons opératifs envers Odin qui finira malgré tout par causer leur perte. La maçonnerie opérative disparaîtra à cause des guerres de religion et de l'Inquisition chrétienne. C'est des suites des tentatives d'assassinat contre Henri IV que la fermeture des loges de maçons opératifs sera prononcée à la suite d'un complot mémorable dénoncé par Victor Hugo lui-même dans son roman Notre-Dame de Paris, un roman qui révèle de manière allégorique ces grands secrets d'histoire et auquel nous avons déjà consacré un documentaire vidéo, lien en description. C'est donc en faisant interdire le dernier bastion odinique, les loges de bâtisseurs, que les loges opératives disparurent. Les messes odiniques furent maintenues en la cathédrale de Chartres jusqu'en 1595. Maurice Guignard,
les architectes odiniques des cathédrales. En 1594, après l'arrestation de Jean Guignard, grand maître de la loge odinique de Chartres, l'école de Chartres fut sur ordre de Henri IV fermée et reconvertie en salle de jeu de paume. À partir de 1595, les maçons opératifs ne construiront plus rien de significatif, bien qu'ils étaient encore très actifs. Ils venaient en effet de construire les châteaux de la Renaissance, et notamment son joyau, Chambord. Encore un chef-d'œuvre qui porte la signature odinique. Tout cela a été révélé par Oleg de Normandie dans le documentaire Jeanne d'Arc, la Valkyrie, lien en description. Les maçons opératifs odiniques ont donc été actifs jusqu'au début des guerres de religion, soit jusqu'à la seconde moitié du XVIe siècle. Cette disparition des maçons odiniques provoqua une baisse de niveau général en architecture. En effet, plus aucun chef-d'œuvre comme Notre-Dame ou Chambord ne sera construit, bien que les progrès techniques de l'époque moderne étaient censés le permettre. Seul le château de Versailles est de renommée internationale, mais bien qu'il soit beaucoup plus récent, sa technique architecturale n'est pas impressionnante du tout. Là où Notre-Dame et Chambord défient les lois de la gravité, Versailles n'est qu'un grand bâtiment qui s'étend au sol. Il ne rayonne pas par sa hauteur. Sur le plan de l'ingénierie architecturale pure, Versailles n'a rien de comparable avec ce que produisaient les maçons opératifs odiniques. En 1595, à la suite des guerres de religion, il est prononcé sur le territoire français le bannissement total des loges de bâtisseurs odiniques sur le territoire français. Et puis il va y avoir une chasse aux sorcières aussi. Donc les rescapés de tout ça, les derniers maçons opératifs, ils vont se réfugier dans le nord, en Écosse. C'est ainsi qu'apparaît en Écosse, en 1598, soit 3 ans après l'interdiction des loges odiniques en France, la toute première loge de francs-maçons opératifs d'Écosse. L'Écosse était en effet un pays où l'inquisition chrétienne n'était pas aussi tenace qu'en Angleterre ou en France. C'est là que les bâtisseurs odiniques se réfugièrent, sous la protection de William de Sinclair, un lord écossais descendant de vikings. Cette loge se nommait les Statu Chauds, et on peut la considérer comme la toute première loge franc-maçonnique, car ce fut la première loge à accueillir des maçons spéculatifs, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des bâtisseurs. Afin d'échapper au bûcher, les druides se sont dissimulés derrière le nom de francs-maçons, afin de continuer à exercer secrètement. Suite à leur interdiction totale, les druides odiniques créèrent les loges maçonniques spéculatives. Malheureusement, leur tentative échoua. En 1599, William de Sinclair créa la loge Mary's Chapel, une loge d'apparence chrétienne. Il faut bien comprendre que le suprématisme chrétien était partout, même en Écosse. Et les fraternités odiniques ne pouvaient pas exister de manière officielle. Le vernis chrétien était nécessaire pour pouvoir se protéger. Le fait que ces premières loges maçonniques écossaises soient héritières des bâtisseurs odiniques des cathédrales ne veut pas forcément dire que les francs-maçons modernes en soient héritiers aussi. Pour ça, il faudrait qu'il y ait eu une transmission, une filiation entre les francs-maçons odiniques d'Écosse et les francs-maçons modernes. Nous avons vu que les francs-maçons modernes utilisent des symboles d'origine odinique. Mais cela ne prouve pas qu'il y ait une filiation. Il semblerait même que ces symboles aient été usurpés, récupérés par les loges modernes. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que suite à l'inquisition chrétienne, tous les odiniques, non seulement les bâtisseurs, mais aussi les intellectuels, les philosophes, les médecins, les druides, ont tous dû se réfugier en Écosse pour survivre. C'est comme ça qu'est né l'intérêt d'accueillir des maçons qui n'en sont pas.
qui ne sont pas du métier du bâtiment. On a donc créé le terme maçon spéculatif pour les accueillir, pour accueillir ces intellectuels odiniques bannis du royaume de France. Et donc pour les protéger, on a créé ce concept de loge de maçonnerie spéculative. Prenons l'exemple du franc-maçon John Aubrey. Cet archéologue a été reçu à la Royal Society de Londres en 1663. En 1649, il avait écrit un livre, Templa Druidum, au sujet du site mégalithique de Stonehenge en Angleterre, dans lequel il assimile le cercle de pierre à la religion des druides. Mais sous la pression chrétienne, il ne put publier son livre qu'en 1695, soit 2 ans avant sa mort. John Aubrey était également chef du bosquet de Mount Amos, un bosquet derrière lequel se cachait en réalité un club druidique. John Aubrey est à l'origine de la tradition qui veut que les druides soient liés aux mégalithes. En 1799, un franc-maçon nommé Thomas Paine écrivit un livre intitulé « Origine de la franc-maçonnerie ». Mais il ne le publia pas de son vivant, il ne le publia qu'à titre posthume, parce qu'il savait que les informations qui y étaient révélées étaient dangereuses pour sa vie. Voici un extrait de ce livre. La maçonnerie dérive d'une très ancienne religion indépendante de la Bible et sans aucune liaison avec ce livre-là. Ce sont les persécutions chrétiennes qui obligèrent les druides restés attachés à leur religion originelle à se réunir en secret. Des restes de la religion des druides, une institution s'est formée, dont tous les membres, pour éviter le nom de druide, ont pris le nom de maçons. Ils pratiquaient, sous ce nouveau nom, les rites et les cérémonies des druides. Cette franc-maçonnerie druido-odinique, si elle devait garder sa religion secrète, elle enseignait en revanche librement la philosophie et les sciences pythagoriciennes. Il faut savoir que Pythagore, le maître du triangle, enseignait la même philosophie que les druides et déclarait lui-même, tout comme Aristote, que ce sont les druides qui ont enseigné aux Grecs. Au cours du XVIIe siècle, les loges opératives ont disparu et c'était inéluctable puisqu'elles n'avaient ni les autorisations pour construire des bâtiments odiniques, ni les moyens de le faire. Donc ils se sont tous réfugiés dans les loges spéculatives qui se sont bien développées en Angleterre. Si bien qu'à la fin du XVIIe siècle, on ne comptera plus aucune loge opérative ni en Écosse ni en Angleterre. Par contre, on aura quand même une trentaine de loges spéculatives. C'est bien, mais ça n'a rien à voir avec l'essor de la franc-maçonnerie moderne qui aura lieu au XVIIIe siècle. Et là, on comptera plusieurs milliers de loges maçonniques à travers l'Europe. Au début du XVIIIe siècle, c'est sans doute sous l'influence des loges maçonniques odiniques que l'inquisition religieuse avait reculé et que des idées nouvelles permirent un regain de liberté. C'est dans ce contexte que fut créée en 1717 la Grande Loge d'Angleterre. Mais cette loge maçonnique était d'obédience judéo-chrétienne. En réaction au succès de la maçonnerie d'origine druido-odinique, l'organisation chrétienne venait de créer sa propre maçonnerie spéculative. Le mot juste n'est pas créer, mais plutôt copier, car il copiait sans vergogne les concepts et les symboles des maçonneries odiniques. Le pompon étant qu'ils osèrent se revendiquer héritiers des bâtisseurs, notamment en s'appuyant sur la légende du temple de Salomon de Jérusalem qu'ils promurent comme nouvelle référence des bâtisseurs. Pourtant, aucune preuve de l'existence du temple de Salomon n'a jamais été apportée. C'est pourtant à partir de cette grande loge d'Angleterre que vont découler toutes les loges maçonniques modernes. Les statuts de la Grande Loge d'Angleterre furent rédigés par un pasteur protestant nommé James Anderson. L'ensemble des textes ne font référence qu'à une tradition biblique sans jamais mentionner nulle part l'origine païenne de la franc-maçonnerie.
Dans l'initiation maçonnique, on ne trouve aucune trace de druidisme, mais un ensemble d'éléments d'origine hébraïque. Le mot de passe est biblique, le mot sacré est le nom du Dieu des Hébreux. Piqués par cette spoliation, les authentiques héritiers des bâtisseurs de cathédrales vont enfin oser affirmer au grand jour leur identité réelle par la création du Druid Order. Il fut créé 3 mois jour pour jour après la création de la Grande Loge d'Angleterre, comme pour signifier une protestation face à l'usurpation du concept de maçonnerie. Comme pour dire « la maçonnerie est druidique et non judéo-chrétienne ». Plus d'1 siècle après leur arrivée en Écosse en tant que réfugiés, les maçons d'origine française avaient décidé d'officialiser leur existence à Londres avec le Druid Order. Une tradition d'Oxford nous rapporte la liste des fondateurs du Druid Order. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les noms des fondateurs sentent bon l'origine gauloise. Le premier fondateur est Pierre des Mézeaux. On trouve ensuite une majorité de noms anglais, mais avec des pseudonymes gaulois. Saint-Gétorix, Brennos ou encore Caradoc. Enfin, la présence de 2 femmes parmi les fondateurs montre la mixité qui règne dans la tradition odinique, par différence avec la franc-maçonnerie judéo-chrétienne interdite aux femmes. L'un des premiers grands druides fut William Stukeley. C'était un très grand médecin qui fut reçu à la Royal Society en 1718. En 1721, il était admis et initié franc-maçon à Londres. Mais Stukeley n'y restera que 2 ans, car dès 1723, il s'écarta définitivement de la franc-maçonnerie, cette dernière étant devenue tout autre chose que ce qu'elle fut. En effet, la Grande Loge judéo-chrétienne de Londres réforma toutes les loges maçonniques de Grande-Bretagne. Même les plus anciennes loges devaient soit se plier aux nouveaux dogmes chrétiens, soit disparaître. Les authentiques héritiers des bâtisseurs venaient de perdre tout contrôle sur la franc-maçonnerie qu'ils avaient pourtant créée. On venait de leur voler leur création et leur passé. Mais William Stukeley et le Druid Order continueront à se battre, notamment en publiant des études sur les cercles de pierre mégalithiques. Ils révélèrent les grandes connaissances mathématiques et astronomiques associées à ces monuments. En dehors de cela, il n'est malheureusement pas possible d'en savoir plus sur le Druid Order de cette époque, car ces archives ont toutes été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est dingue comme tout ce qui est païen joue de malchance. Là, on a les archives du Druid Order qui, par malchance, se trouvaient sous une bombe pendant la guerre. Et puis là, récemment encore, un incendie improbable a dévasté la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vraiment pas de chance. Un mot sur la franc-maçonnerie française. Elle est apparue en 1725 et son modèle est totalement calqué sur la franc-maçonnerie anglaise judéo-chrétienne. Un modèle qui, dès lors, sera appliqué à toute la maçonnerie sans exception. Pour résister, certains druides vont devenir discrètement francs-maçons pour essayer d'influencer positivement cette franc-maçonnerie chrétienne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va fonctionner un petit peu. Oui, ils vont réussir à influencer la culture. On peut citer tout de suite l'exemple de Victor Hugo et de Viollet-le-Duc. On sait que Victor Hugo avait des amis francs-maçons, il était peut-être même franc-maçon. Et Viollet-le-Duc, lui, c'était un franc-maçon secrètement odinique, mais il est surtout connu pour avoir construit la flèche de Notre-Dame de Paris, qui est partie en fumée il y a 3 ans, mais c'était vraiment pas de bol. Et oui, vous allez me dire, mais alors pourquoi il l'a construit lui au 19e ? Parce qu'en fait, elle avait déjà été cassée, cette flèche-là. Donc, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais n'y voyez surtout pas de l'anti-paganisme. Non, 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 c'était encore de la malchance. C'est donc l'initié odinique Viollet-le-Duc, le plus grand architecte du 19e siècle, qui inspira à Victor Hugo le roman Notre-Dame de Paris. Un roman dans lequel Hugo révèle l'identité odinique de Notre-Dame. Victor Hugo va même jusqu'à dénoncer le complot
qui a permis de faire interdire les loges odiniques de France. Pour un décryptage complet du roman, je vous invite à regarder le documentaire « Le secret caché » par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Ça vaut vraiment le détour et le lien est en description. Sur ce site internet, vous trouverez des livres qui auraient été interdits avant 1789, qui auraient été encore interdits jusqu'en 1870 et qui auraient été interdits sous Vichy. Alors profitez-en tant qu'on y a encore droit. Et puis ce sont des livres d'histoire. Et vous savez, l'histoire, comme disait Cicéron, c'est la lumière de la vérité et c'est l'institutrice de la vie. Alors profitez-en. L'histoire secrète de la franc-maçonnerie, c'est pas terminé. Mais pour avoir la suite, il va falloir s'abonner à notre chaîne Pagan TV. Et aussi continuer d'aller visiter le site espritviking.com. Les révélations vont continuer. Je vous rappelle que je suis ingénieur diplômé de l'NCA de Cergy-Pontoise. Je me suis reconverti en historien autodidacte pour pouvoir faire ce métier. Je suis totalement indépendant. Étonnamment, je ne touche pas de subventions ni de la chrétienté, ni des francs-maçons. C'est bien étonnant. Non, je dépends économiquement seulement de vous. Grâce aux structures économiques que j'ai créées pour nous faire vivre, pour me permettre de continuer à faire ce métier, il y a la maison d'édition espritviking.com, la boutique. Il y a l'association Pagan, très important, une association qui vit grâce à vos dons. Et vous pourrez la retrouver via espritviking.com pour retrouver le site de Pagan. Enfin, il y a mon financement participatif sur le Tipeee qui me permet de rémunérer le temps de travail que je passe pour faire ces vidéos. Voilà, donc c'était Oleg de Normandie pour la justice et la vérité. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir.